Bonsoir, je vais vous parler des exoplanètes en général, mais sous le thème d'être exo-amateur, d'être un astro-amateur qui s'intéresse aux exoplanètes. On va parler de la définition d'une exoplanète, les différentes méthodes de détection, la définition d'une zone habitable, qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire d'un transit. Ensuite, on va parler du coin de la technique, le matériel nécessaire, le principe de la photométrie différentielle. Après, on va faire le choix de la cible qui se fait avec le site ETD. Cette partie-là aussi, il y a un tuto vidéo qui explique au détail cette partie-là, mais on va là dans le cadre de ce PowerPoint, je vais le développer un petit peu. Ensuite, les étoiles de comparaison, c'est pareil. J'ai publié une vidéo qui s'appelle du logiciel Aladdin, qui explique bien comment déterminer les étoiles de comparaison suivant la variable que nous allons détecter en fin de compte. Voilà, mais il y a un tuto spécifique à cette partie-là. La préparation et l'acquisition, hein. Donc là c'est très important, c'est préparer ses soirées pour faire son transit. Et ensuite il y a le traitement et la réduction par Muniwind, qui aussi a sa propre vidéo sur mon site YouTube, et la publication aussi, je vais en parler, mais j'ai fait une vidéo aussi sur la publication sur ETD. Voilà, bon, on va développer au fur et à mesure de ce PowerPoint un peu les facettes d'être exo-amateur, quoi. Alors, définition d'une exoplanète. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète située en dehors du système solaire tournant autour de son étoile. Ça, c'est la définition de l'exoplanète. Alors, on va faire l'inventaire. Mars 2017, sur le site de la NASA, il y a 3453 exoplanètes confirmées, 4687 16 candidates et soit 8149 exoplanètes détectées en 2017, en mars 2017. Il va y avoir de l'évolution d'une manière, puisqu'il y en a qui vont être confirmées et il y aura de nouvelles candidates. Quand on fait un peu le tri et on rentre un peu dans le détail, on a des géantes de glace type Neptune, 1264, excusez-moi. Ensuite, il y a 1043 géantes gazeuses type Jupiter. Ensuite, il y a 781 super-terres, autour de 10 masses terrestres. Ensuite, il y a 352 types terrestres, jusqu'à, je crois, 3 masses terrestres. Et puis après, des inconnus, indéfinis, il y en a 13. Voilà. Donc ce qui nous fait 3453. Dans ces 3453, il y a 2577 systèmes solaires, c'est-à-dire de plus de à partir de 2 planètes. Et il y en a 352 terrestres, on les a vus ici, du type terrestre. Là, c'est toujours en mars 2017. Par la méthode. Alors, il y a 78% des méthodes qui sont faites avec la méthode de transit. Il y a 18% par la vidéo qui s'appelle la vitesse radiale. Il y a 1,3% par la micro-lentille gravitationnelle et 1,3% par l'imagerie directe. Alors, on va rentrer dans le détail pour ces méthodes. On va rentrer dans le détail. On va vous expliquer sommairement, mais en fin de compte, de bien comprendre comment se passent les méthodes de détection. Alors, on va toutes les voir, hein, mais on va rajouter même l'astrométrie, vitesse radiale, micro-lentille gravitationnelle, imagerie directe, astrométrie et transit. En ce qui concerne la vitesse radiale, spectroscopie Doppler, c'est une méthode de spectroscopie. Voilà. Donc la méthode est fondée sur la détection des mouvements qui sont très petits d'une étoile et de sa planète agissant l'un envers l'autre par les forces de gravitation. Entraînée par sa planète, l'étoile tourne autour du centre de gravité du système planète-étoile. Donc il y a un léger décalage et l'étoile tourne autour d'un centre, d'un point
qui fait que, je vais vous montrer plus précisément. Voilà. Sur une étoile qui n'a pas d'objet, qui n'est pas attirée, en fin de compte, qui ne bouge pas par rapport à un observateur, on a une fréquence qui est fixe, la fréquence de lumière est fixe. Ok, donc sur le spectre, nous on voit cette barre qui était ici, le spectre est fixe. Voilà. Cette planète a tendance à venir vers nous, elle est désaxée par rapport à cette. Donc c'est-à-dire qu'il y a une planète qui tourne autour, l'étoile ne va pas tourner par rapport à ce centre, mais elle va être désaxée, ce qui fait que la fréquence, quand elle vient vers nous, va augmenter. Nous on observe, on a une fréquence qui augmente, ce qui a tendance à faire bouger le spectre vers le bleu. Et si cette étoile s'en va, donc elle recule par rapport à nous, la fréquence diminue, et là à ce moment-là, la fréquence va vers le rouge. Ce qui donne, voilà. Nous observons, nous sommes avec notre petit télescope, on a un spectromètre, on mesure, on pointe cette étoile, mais comme elle tourne autour de ce centre, donc de ce centre de gravité qui est décalé, qui est de l'ensemble des deux objets, en fin de compte, on voit que quand il s'éloigne, quand il se rapproche, en fin de compte, la vitesse augmente, et quand il s'éloigne, la vitesse diminue, et le spectre, en fin de compte, bouge de cette manière-là. Ce qui est un indicateur de la présence d'un objet autour de cette étoile. Voilà. Ensuite, la détection par micro-lentille gravitationnelle. Celle-ci, cette méthode fait intervenir un élément étranger au couple étoile-planète. Elle s'appuie sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui prévoit une déformation de l'espace au voisinage d'un corps massif. Cette déformation entraîne une déviation des rayons lumineux qui passent à proximité d'un tel corps, avec un effet d'autant plus important, excusez-moi, il y a une petite grippe là, que la masse est élevée. Ça donne quoi? Ça donne ceci. On est observateur, on a un système planétaire, et derrière nous avons une étoile qui, au miracle, passe juste derrière. On va en profiter, on va profiter de cette micro-lentille gravitationnelle qui est ici. Et on va analyser le flux et on va se rendre compte que quand la planète, donc ici voilà, on fait l'analyse du flux et puis d'un coup il y a la planète, le flux des deux étoiles et hop, ça redescend et ça continue. Donc il passe, on observe, l'étoile passe devant la planète, ça monte, elle passe devant l'étoile, ça monte beaucoup plus et puis ça redescend. Mais si ici nous avions une planète par exemple, on aurait un pic, et puis là on aurait un petit pic et ça repartirait. Alors cette méthode de transit, de lentille gravitationnelle, apporte des choses très intéressantes, c'est qu'en fin de compte on peut détecter des petites planètes du type terrestre. Alors ça c'est super intéressant, mais le seul problème c'est qu'une étoile qui passe derrière une autre c'est assez rare. Et une fois qu'on a fait cette détection-là, ça devient un petit peu plus compliqué d'aller trouver ces petites planètes-là. Donc il faut passer par d'autres méthodes pour pouvoir confirmer, parce que une étoile qui passe derrière l'autre, ça arrive très rarement, donc il faut profiter de l'occasion, mais on ne peut pas la répéter. Voilà, donc il faut passer par d'autres méthodes pour pouvoir confirmer en fin de compte ce système-là. L'imagerie directe, donc c'est avec assez compliqué. C'est pas un appareil photo derrière un télescope, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisqu'il faut mettre une lentille adaptative, une optique adaptative et un coronographe qui va servir à obstruer toute la lumière de l'étoile et ne prendre qu'en fin de compte les faibles pourcentages de lumière que peut émettre une planète. Ça donne ceci. Donc on a le coronographe. Ici on voit les débris du disque protosolaire. Et puis ici on voit une petite planète qui est ici, qui s'appelle Beta Pictoris B. Vous voyez le rayon de Saturne, ça correspond à peu près quoi. À peu près. Donc on a carrément obstrué la lumière de l'étoile et on a détecté cette petite planète ici
La confirmation s'est faite, je crois, sur 2 photos, puisque cet objet-là a été découvert quelque temps après. Il avait bougé. On a vu qu'il était déplacé, donc on a pu confirmer qu'il y avait un objet en mouvement autour de cette étoile. Voilà une autre imagerie directe. On a obstrué au maximum et on a 3 points qui apparaissent ici. 1, 2 et 3. L'étoile est ici. On a fait une obstruction très importante et puis on arrive à détecter en fin de compte à détecter, à photographier en fin de compte. Voilà. Par l'astrométrie, hein. Donc c'est comme un peu la vitesse radiale. Lorsqu'un astre tourne autour d'une étoile, il provoque un déplacement de celle-ci. Cette technique de haute précision peut théoriquement détecter n'importe quel astre autour d'une étoile. On mesure la position d'une étoile par rapport aux autres étoiles dans le ciel, en fonction du temps, et on va la voir bouger en fin de compte. Si un objet autour d'une étoile, eh bien, sa trajectoire de ciel indique oui ou non s'il y a une présence d'une exoplanète. Ça se schématise comme ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a des étoiles qui sont fixes, et puis on la voit déplacer. Et si une petite planète tourne autour, voilà ce que ça va donner, quoi. Voilà, un schéma. C'est schématique, mais ça vous donne ça, quoi. Voilà, elle va bouger par rapport aux autres. La voir bouger. Voilà, comme ça. Ça, c'est l'astrométrie. La méthode par transit, c'est la méthode qu'on va traiter dans ce sujet-là. C'est lorsqu'une planète passe devant son étoile et qu'il y a un observateur qui observe de loin. Quand ça passe entre l'observateur et l'étoile, on a une baisse de l'intensité lumineuse de l'étoile. Bon, elle est infime, elle est très petite, mais le matériel des astro-amateurs est vraiment assez performant pour pouvoir lever ce défi. Alors, ça ressemble à quoi? Tout simplement voilà un graphe. On a le flux de l'étoile, une planète qui passe devant, hop, et on repart sur le flux de l'étoile une fois qu'elle a passé. Donc ici, elle arrive, impact, elle est au centre, elle remonte et elle sort. Cette courbe-là, donc, nous les amateurs, on est en capacité de le faire avec du matériel d'astro-amateur. On va parler un petit peu de la zone habitable. La définition de la zone habitable. On est parti d'un schéma simple qui dit que la Terre, la Lune, le Soleil, que le Soleil est en référence d'une unité, voilà, une unité solaire, une masse solaire, que la distance, l'unité astronomique qui est prise en considération avec la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, ici, on dit que nous, la zone habitable, elle est là. Chez nous, c'est ça, avec les petites planètes qui sont autour, voilà. Et par extrapolation, en fin de compte, ils ont déterminé que, pour une étoile de 0,5 masse solaire, la zone habitable se trouverait ici, et que des étoiles à 2 masses solaires se retrouveraient à 150 ou 2 unités astronomiques, ou oui, 2 à 3 unités astronomiques. En fin de compte, plus le Soleil devient gros et plus il faut reculer la zone habitable. Voilà, jusqu'à une certaine limite, parce qu'après, d'une manière, ces étoiles-là ne vivent pas non plus suffisamment longtemps pour pouvoir peut-être faire développer la vie. Alors qu'à l'inverse, ces petites étoiles vivront beaucoup plus longtemps que le Soleil, mais les planètes sont beaucoup plus proches. Alors, la zone habitable, un exemple, on prend Gliese 581, qui est une petite étoile qui fait 0,5 masse solaire à peu près. On voit qu'elle a un système multiple, il y a 6 planètes qui tournent autour d'elle. La G, la 4e planète, se trouverait théoriquement à 0,1 unité astronomique, c'est pas beaucoup, c'est 15 millions de kilomètres. Mais bon, théoriquement, elle est ce qu'on pourrait appeler la zone habitable. Voilà. Entre-temps, il y a eu d'autres systèmes multiples qui ont été découverts et peut-être qu'on trouvera peut-être des planètes qui seraient potentiellement dans une zone habitable.
Que déduire d'un transit? Alors, un transit, on va détecter lors du passage 1, on a le flux de l'étoile. Quand on a l'impact en 2, on a la courbe, donc on a une pente qui va se faire. Quand elle est au 3, c'est-à-dire qu'elle est au centre du transit, se trouve au centre donc de la courbe. Les transits en général se mesurent sur le centre de la courbe, hein, ici là. Et les photos, quand vous prenez des photos avec la CCD, il faut impérativement que le milieu de l'image soit le milieu que l'heure qui est faite par l'image, qui est donnée par l'image, soit le milieu de la photo. Et les calculs se font sur le milieu du transit. Voilà, l'heure de début et l'heure de fin, et le milieu. Mais le calcul se fait sur l'heure du milieu. Donc, eh qu'est-ce qu'on a nous là-dedans? On a une durée, la durée du transit, et puis on a une profondeur. Le DEPTH, c'est la profondeur du transit. Donc ici, on détermine la date du transit, avec l'heure, les minutes, etc., etc. Alors, durée du transit, la période orbitale, l'inclinaison du plan orbital, et surtout le rapport des rayons de la planète et de l'étoile. Ça, c'est déjà par transit. On peut déjà déterminer ceci. Ensuite, de la courbe, la forme de la courbe va indiquer l'inclinaison donc de l'orbite par rapport à l'axe d'observation. Donc voilà les types de courbes et à peu près le passage de cette planète. Ensuite, avec la date et l'observation de plusieurs transits, on connaît les périodes orbitales, on détermine les éphémérides de la planète. Et dans le cas d'une variabilité de celle-ci, cela peut indiquer la présence d'un perturbateur qui peut être une autre planète. Donc c'est au cas où de révéler d'autres planètes. Par la spectroscopie, on détermine la masse et l'excentricité de la planète. Avec la profondeur, connaissant le rayon de l'étoile, on déduit le rayon de la planète, donc sa taille et son volume. Okay. Une fois qu'on a le volume et qu'on a la masse, on apprend la densité de la planète. Pour aller un petit peu plus loin, une fois qu'on a la masse de l'étoile et la masse de la planète, avec la troisième loi de Kepler, on peut connaître la distance. Une orbite circulaire, parce qu'après c'est un petit peu plus complexe s'il y a des perturbateurs. Donc là pour les matheux, il y a quelques petites formules pour que vous puissiez voir le demi-grand axe, donc c'est la distance. Puis ensuite la densité, le volume, la densité, et puis après derrière la température d'équilibre. Voilà ce qu'on peut faire avec les deux types de détection. Alors on va passer un petit peu à la technique maintenant. Voilà le matériel du club qu'on utilise pour faire de la détection. Alors hop, on va passer par là. Voilà, on y est. Alors ce qu'on a besoin au départ quand même, c'est d'un PC d'internet. Pas mal d'informations sont à récupérer sur internet pour la préparation. Et le PC évidemment. Et puis ensuite, on aura besoin du PC pour la soirée, quoi. Ça c'est sûr. Lunettes ou un télescope? Écoutez, plus le télescope est gros, plus il sera performant et plus on aura du signal bruit, meilleures seront les courbes et on pourra travailler sur des profondeurs très, très faibles. Maintenant, on peut faire aussi du transit d'exoplanètes avec des lunettes. Je vais vous montrer des petits exemples que j'ai récupérés sur internet. Alors là, avec une TEC 140, vous voyez, on a une courbe. Voilà, on a une courbe avec une TEC 140. Ensuite, avec un 200 mm, on a une très belle courbe avec une profondeur de 0,0204. Vous voyez. Ensuite, avec un 300, c'est pareil. Alors, on fait, pour récupérer du signal bruit, évidemment, on est obligé de faire des pauses un petit peu plus longues avec un 200. Dès qu'on a un 300, on fait beaucoup plus d'images. Donc, étant donné qu'on a beaucoup de signal bruit, tant qu'on a du signal, on diminue le temps de pause pour avoir le signal
la quantité de signal qu'on a besoin, donc on fait beaucoup plus de pauses, quoi. Donc il y a beaucoup plus d'informations sur, comment dire, sur la résolution temporelle. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations par rapport à un 200 où on est obligé de faire des temps de pause un petit peu plus longs pour pouvoir emmagasiner le signal nécessaire. Et puis bon, après sur un T600 c'est pareil, hein, voilà, on a encore beaucoup plus d'informations. Là le transit est de 0,01, c'est-à-dire 1 centième, 1%. Donc en fin de compte, plus le télescope est gros évidemment, et plus on aura d'informations dans le signal, et plus on pourra mieux déterminer la courbe. Alors vous voyez, en fin de compte, il y a des disparités sur chaque point, c'est une image. Voilà. Donc eh bien, on tourne, voilà. Vous voyez que donc sur une petite lunette, eh bien, il y a beaucoup plus de disparités sur chaque image en termes d'informations sur la courbe. Ensuite, il nous faudra obligatoirement une caméra. Alors j'ai vu des personnes qui faisaient avec de l'appareil photo, de la PN, en 14 bits. Mais bon, il est vraiment préconisé de travailler avec une 16 bits, une ATIC, une QSI, une SBIG, tout ça, ça marche bien, quoi. Alors, ça marche bien en respectant certaines choses quand même. On va déjà contrôler le seuil de linéarité de la caméra, hyper important, parce que le boulot que nous avons à faire, c'est d'aller chercher des variations de luminosité sur des flux, hein. Donc déjà, on doit chercher le centième ou le 200e de flux sur une étoile, une variable, entre guillemets, j'appelle ça une variable, mais et puis si en plus on doit rajouter dessus la variation de luminosité de la CCD, c'est de rajouter de l'incertitude à l'incertitude. Donc c'est de rajouter des trucs inutiles. On va essayer de rester moins de travailler dans la linéarité de la caméra. C'est-à-dire que, alors si vous ne le savez pas, bon, il est préférable de travailler entre 30 et 40 au milieu, à peu près, comment dire, du flux, c'est-à-dire entre 30 000 et 45 000. Vous êtes sûr que là, à peu près, les caméras sont linéaires. En dessous et en dessous, et au-dessus, c'est moins certain. Vous le voyez ici, en fin de compte, où la caméra n'est pas linéaire, jusqu'à à peu près 15, c'est-à-dire entre 10 et 15 000 ADU, presque 20 000 ADU. Après, elle est très linéaire jusqu'à ici, jusqu'à 50-55 000. Et puis après, hop, ça fout le camp après. Donc ici, il ne faut surtout pas monter à au-delà de 50 000 ADU. Il ne faut surtout pas y aller et faire parce que vous avez des écarts de lumière qui sont hyper importantes. Donc qui vont fragiliser, fragiliser ce s'appelle les informations, et pareil avant, quoi. Donc si quand vous allez déterminer votre flux et votre signal bruit, il faudra travailler dans des plages que votre caméra vous donnera dans sa linéarité, quoi, voilà. À surveiller aussi quand elles sont anti-blooming. Donc surveiller, ne pas monter dans les taux de saturation, quoi, éviter. On s'arrête à 50 000 ou 55 000. Quoi. Alors je vous expliquerai comment on fait, quoi. Je vous expliquerai comment on fait. Le traitement indispensable. Donc les flats et les darks, hein, comme tout traitement pour faire de l'astrophoto, très bonne qualité. Et les bias. Alors, voilà ce qui est important, c'est que nous, en fin de compte, on doit travailler rien qu'avec ça. Tout ça, c'est inutile. Ça va créer du bruit, ça va créer pas mal de... Ça va générer de l'incertitude et des erreurs. Donc, le but de tout ce qu'on va faire après, ça sera de supprimer tout ça et ne garder que le signal utile. Vous voyez l'incidence, en fin de compte, des darks, des flats et trucs sur des darks, des flats et des bias sur une image. Voilà, on est à 0,4 magnitude, 0,1, 0,05. Savoir que nous, on travaille sur 0,02. Hein, c'est des 2 centièmes de magnitude, donc tout ça, si c'est bien fait, ça nous enlève encore, ça nous enlève des erreurs.
sur la qualité des images. Les filtres. Bon, l'utilisation d'un filtre permet de limiter les effets de couleur en fonction de la masse d'air. Alors, Astrodon a sorti 2 filtres. Un qui est Blue Blocking, qui est celui-ci, qui bloque vraiment sur le bleu, qui sont faits pour les exoplanètes. Hein. Et puis l'autre, celui-ci qui fait le Blue Blocking et le NIR, ça va donc dans le proche infrarouge. Alors, pour ce qui est des filtres, c'est tout simplement pour limiter les effets de couleur selon l'air masse, quoi. Hein. Et ce qui est bon pour, c'est bon pour pour les références et les variables, ces étoiles qu'on va se servir pour faire le traitement, quoi. Ça va essayer d'uniformiser un peu les choses pour toutes ces étoiles qui vont nous servir de référence. Alors, on va dire que jusqu'à 400 mm, donc un C14 à peu près, on va travailler sur ces filtres-là. À 2 conditions. Après, si l'exoplanète démarre en dessous et jusqu'à 30 degrés d'altitude, il vaudra mieux travailler sur celui-ci qui est dans le proche infrarouge. Ou pleine lune, ou début, dire qu'on n'est pas loin de la pleine lune, il faudra travailler sur celui-ci qui prend le proche infrarouge. Voilà, celui-ci il risquerait de bloquer un peu. Je vous parle donc, c'est des faibles altitudes du démarrage de l'exoplanète ou en fin de transit. Voilà, donc ces deux filtres-là, ou dans le pire des cas, si vous n'avez pas de filtre Astrodon là, vous pouvez mettre un filtre rouge. Ça marche, mais bon, c'est moins performant. C'est-à-dire que là, on va essayer de chercher quand même d'avoir le maximum de signal sur les couleurs d'étoiles que nous avons besoin. C'est d'avoir un maximum de signal et couper un peu tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous gêne autour, quoi. Sinon, ben, les filtres Sloan, le rouge, le filtre R, voilà. C'est un filtre qui est calibré. Il est là. Ils sont vraiment très 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 calibrés. Et ils sont demandés dans des sessions pour les professionnels d'utiliser un filtre Sloan pour faire du transit. Du Sloan R. Voilà. Alors l'air masse, une petite définition de l'air masse, c'est tout simplement la dispersion du spectre lumineux. On voit que quand on est en altitude, ben, on a à peu près le spectre, il est assez complet et assez uniforme, on va dire entre guillemets. Voilà, on a toute la bande lumineuse qui est à peu près uniforme, et dès qu'on descend au niveau de la mer, vous voyez que, écoutez, le spectre lumineux, il est carrément, on perd énormément d'informations, il y a des informations qui partent littéralement, quoi. Donc c'est pour ça que bon, il faut mettre des filtres pour essayer de récupérer le maximum d'informations là-dedans, quoi. La monture, eh ben, du Alt Z, Alt Azimut ou équatorial, monture allemande, ça fonctionne bien, hein. Après c'est les matériels de qualité. Seule chose qu'on peut retrouver comme petit problème, eh ben, c'est le passage au méridien qui est ici. On peut avoir une coupure, systématiquement il y a une coupure d'image. Si on n'a pas un problème technique, ça se passe donc ça se passe relativement bien. Là il y a eu un problème technique en plus du retournement au méridien. Donc voilà, c'est pour vous dire que sur du Alt Z, eh bien, ça tourne tout le temps. Voilà, donc on peut avoir des courbes complètes. Maintenant, si le transit se passe est-est et finit vers le sud, sud-est, ben, il n'y aura pas de retournement, et sud, sud-ouest, etc. On n'aura pas de retournement non plus. Donc on peut avoir des courbes complètes. Mais dès qu'il y a un retournement de monture, ben, vous aurez une petite coupure sur la résolution temporelle, hein. Voilà, c'est pour indiquer voilà, les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Alors après, suivant les logiciels, si vous les connaissez bien, on prend le cas de Prisme 10, étant donné qu'il fait l'astrométrie, que si la caméra est calibrée avec Prisme 10, le retournement et puis une astrométrie se peut faire assez rapidement, dans l'ordre de 2 ou 3 minutes, on est capable de faire ça, quoi. Et de se retrouver dans le même, on perd un tout petit peu et on redémarre assez facilement derrière.
Mais bon, on peut utiliser différentes montures. Voilà, l'autoguidage, ici, on essaie de rester au pixel, sachant que la durée des images sont de l'ordre de 1 à 2 minutes, voire 30 secondes. 30 secondes, 1 heure ou 1 minute ou 2 minutes au maximum. Il faut faire, vaut mieux faire un maximum de photos pour que dans la résolution temporelle, on n'ait pas de grands espaces entre chaque photo, pour qu'on puisse voir une courbe qui soit à peu près résolue. Donc au pixel, oui, ben, tout simplement pour ne pas, pour ne pas subir les différences de réponse des pixels entre chaque pixel sur le bouger de l'image, et puis attraper l'étoile assez proche de la variable pour l'autoguidage, pour éviter au maximum la rotation du champ, quoi. Mais bon, autoguidage comme pour l'astrophoto, quoi. C'est pas mal, quoi. Alors, là, on va parler de la photométrie différentielle, le choix de la cible, des étoiles de comparaison, la préparation et l'acquisition. Ensuite, on va parler du traitement et de la réduction par MuniWin, et puis de la publication. Sachant que le choix de la cible, c'est par ETD. Il y a un tuto déjà sur YouTube sur cette partie-là. Les étoiles de comparaison, il y a un tuto de Aladdin. Préparation et acquisition, il n'y a pas. Ici, traitement et réduction par MuniWin, il y a un tuto sur le traitement des données avec MuniWin, et la publication, il y a un tuto vidéo aussi sur YouTube. Alors, la méthodologie et le principe. Tout simplement, on va commencer par une acquisition. Donc, pour révéler la baisse de luminosité d'un transit, il faut prendre une série temporelle de valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des images d'un champ d'étoiles comprenant une cible, une variable avec une planète et des étoiles de comparaison. Et deuxièmement, le deuxième, on va passer, c'est le traitement des images, donc avec les darks, les flats et les bias et tout ce que vous voulez, et puis la réduction des données. Tout simplement, tout ça. Et ensuite, on va faire une analyse entre une étoile cible et une étoile ou une super étoile. Une super étoile, c'est tout simplement, on va sélectionner plusieurs étoiles de référence qui ne sont pas des variables, et on va créer une superstar qui va servir d'analyse et de comparaison avec qui s'appelle notre variable. Voilà. Et ensuite, la distribution des valeurs obtenues dans un diagramme temps-flux est appelée courbe de lumière. Voilà. Donc là, c'est le flux, la dispersion du flux, et là, c'est le temps. Alors, en utilisant une technique appelée photométrie différentielle, on pourra faire des mesures de l'ordre de 2% de magnitude avec un ciel moyen. C'est qu'on dit qu'avec un bon ciel, plus le ciel sera meilleur et plus vous pourrez descendre dans le pourcentage ici. Ce qui s'avérerait tout à fait impossible avec la photométrie conventionnelle. Sachant que j'ai fait un transit il n'y a pas longtemps qui était en dessous de 2% dans les environs de Marseille. Je peux vous dire que le ciel est vraiment qui s'appelle pollué lumineusement, quoi. Mais je ferai un tuto pour expliquer et comment dire pour montrer un transit dans un ciel pollué, quoi. Alors, le principe d'analyse, en mesurant sur une même image 2 étoiles, on effectuera par élimination les effets dus à la transparence du ciel, à la réponse de la CCD, à l'extinction due à l'atmosphère, c'est-à-dire l'élévation, l'air masse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vous montre une petite photo, la variation de magnitude par des passages nuageux. Vous voyez que là, on a la courbe, en fin de compte, de magnitude. Cette étoile-là, elle devait descendre légèrement. Et puis, là, il y a des nuages qui sont passés et on voit la disparité des mesures suivant le passage nuageux. Donc ça, en fin de compte, par la photométrie, on supprimera ces variations, puisque ces variations, on les trouvera aussi bien sur l'étoile de référence, sur la variable, que sur les étoiles de comparaison. Alors, la photométrie différentielle, on compare par ouverture, c'est un mode de travail de comparaison, le flux de l'astre étudié à celui d'une étoile de référence, qui est
par définition non variable. Ou de superstar, donc une étoile virtuelle dont le flux est la somme des flux de plusieurs, et la somme est moyennée après, de plusieurs étoiles de référence. Ce qui fait que si même dans ces étoiles-là, ça fluctue un tout petit peu, étant donné que c'est moyenné, on diminue le taux de, on étale le taux de variabilité. Alors la variation de l'étoile plus la variation du fond, donc c'est bien, on va varier tout ça, égale le bruit de la mesure plus l'incertitude, l'erreur. Et donc la précision sera fonction de l'écart type mesuré de notre étoile de comparaison. Et B, sachant que B quand même c'est la moyenne à l'ADU du fond. Voilà. Donc on va supprimer la moyenne des ADU au fond pour pouvoir avoir pour augmenter, qui s'appelle pour la précision. Mais voilà, l'incertitude sur la magnitude est directement liée au rapport signal-bruit. Okay, c'est pour qui fait dire qu'en fin de compte, il est impératif d'avoir le maximum de signal quand on fait du transit pour justement avoir plus d'incertitude pour pouvoir travailler sur la précision de la courbe. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la mesure du flux par ouverture. Voilà, on a une photo sur laquelle on a une variable, donc avec une exoplanète, ce que j'appelle la variable, c'est mon étoile, elle a obligatoirement une petite variation, et on va lui mettre, on va analyser en fin de compte le fond du ciel et la variabilité de l'étoile et la variabilité du fond de ciel, et ces cercles que nous allons déterminer et leur distance d'analyse vont servir aussi pour les étoiles de comparaison. Alors, ce qu'on appelle le premier cercle, qui s'appelle l'aperture, va analyser le flux de l'étoile. Il va analyser que le flux de l'étoile. C'est pour ça qu'il est impératif de bien le déterminer, tout simplement pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il analyse le fond de ciel, il ne faut pas qu'il insère des variations de fond de ciel en plus des variations de l'étoile. Alors, pour ça, eh bien, tout simplement, en général, on a par principe cette aperture est entre 1,5 et 2 fois la FWHM. Et vous verrez que ça tombe bien toujours sur le diamètre du flux en bas. C'est celui qui est sur la base. Et les deuxième et troisième, alors c'est suivant les logiciels, mais sur Muniwind, il y a 2 disques de mesure qui va mesurer le fond de ciel. Voilà. Et lui, le deuxième cercle, il est à 3 fois la FWHM. Et puis le troisième cercle, il est à 5 fois la FWHM. Voilà. Donc le premier, l'aperture, eh bien, il va analyser le flux de l'étoile. Et le Sky Annulus, lui, il va annuler qui s'appelle l'anneau du ciel. L'anneau du fond de ciel va analyser tout ce qui est ici. Et les variations qui vont se passer là et là, obligatoirement, seront analysées et du moment qu'elles sont un peu partout, elles seront supprimées. Il ne les restera que le flux de l'étoile et sa variation. L'aperture, donc voilà, le premier cercle, et bien, il va analyser le flux de 7 étoiles. Et vous voyez que sur Muniwind, la FWHM est de 6,1. Ouais. Et là, on l'a mis à 14 et des poussières, 6, 12. Il est un peu grand, mais c'est vrai que l'étoile, elle n'est pas tout à fait sur cette photo. L'étoile n'est pas tout à fait ronde, mais ça marche. J'aurais pu diminuer un tout petit peu, mais ça fonctionne. Et on voit bien qu'on prend tout le flux de l'étoile, ce qui est hyper important. Le deuxième anneau, donc celui-ci va mesurer le fond de ciel. Donc lui, c'est 3 fois la FWHM. Et le troisième cercle, lui, il a 5 fois la FWHM. Donc là, c'est la mesure proche de l'étoile. Et ensuite, là, c'est vraiment le fond de ciel. Ici, il ne faut jamais qu'il y ait d'étoile sur le troisième. Sur le deuxième, si des fois vous aviez un petit compagnon qui est proche, vous pouvez l'intégrer entre le premier et le deuxième. Vous pouvez intégrer un compagnon proche. Si le compagnon proche est vraiment touche l'étoile, qu'il n'y ait pas de séparation, il faudra l'englober dans le premier en vert. S'il touche, s'il y a de la séparation entre les deux,
mettez-le dans le deuxième anneau, mais pas dans le troisième. Le troisième, il faut vraiment qu'il mesure le fond de ciel. Alors, le choix de la cible, ça se passe avec le site ETD sur Internet. Donc, la première chose à faire quand même, il y a quelques petites précautions à prendre. C'est que quand vous allez déterminer une cible, il faudra faire attention que le créneau horaire soit compatible. Donc la nuit de préférence. Et attention au coucher, au lever de soleil, les arbres, un bâtiment qui se trouve, je sais pas moi, il y a mille choses qui peuvent faire que à un moment donné, il y a quelque chose qui peut vous gêner dans le passage du transit. Donc qui va altérer obligatoirement comment dire, la distribution temporelle, il y aura des trous dedans, quoi. Voire pas un début ni une fin de transit. Alors que le hyper important, c'est que comme tout transit qui va être fait, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut toujours commencer l'acquisition 1 heure avant le début du transit et finir le transit 1 heure après la fin du transit sur ETD. Vous continuez 1 heure après, tout simplement, pour avoir qui s'appelle le plat ici, puis votre courbe, et puis ensuite le plat. Ça va vraiment déterminer le temps, l'heure de départ, l'heure de fin, le milieu, ça sera accentué. Donc ce sera une lecture, ce sera une courbe qui pourrait être lisible, tandis qu'un transit qui n'a pas de début et pas de fin, ça vous donne ça, on ne peut pas déterminer. Et sur ETD, les courbes comme ça, parce que vous avez des taux de qualité de courbes qui sont publiés, ça vous pouvez vous dire que vous êtes à 4 ou 5, on ne peut rien déterminer de cette courbe, alors que celle-ci, on peut vraiment déterminer le départ, la fin, obligatoirement, le centre. Donc voilà, pour optimiser les courbes indiquant le début et la fin du transit, il est nécessaire de rajouter 1 heure avant et 1 heure après, selon les données les indications de ETD. Alors, ETD, voilà le site, il est ici. Voilà encore l'adresse du site. Voilà la première page à quoi elle ressemble. Alors, première chose à faire, on clique sur Transit Prédiction. Là, on va aller chercher les transits qui sont visibles du côté de chez nous. Première chose à faire, on met notre longitude et notre latitude. On appuie sur Submit. Voilà. Et il va nous annoncer, donc il va nous mettre en dessous tous les transits qui seront faits dans la journée. Ici, là. Au-dessus, il va nous donner les transits sur 30 jours, je crois, sur un mois, ici. Donc vous pouvez cliquer sur les dates ici, et puis vous avez les transits jour par jour. Voilà. Et puis ici, carrément, vous pouvez mettre un calendrier, 2000 ce que vous voulez, et là, 2000 ce que vous voulez. Vous appuyez, et il va vous mettre tous les transits par rapport à vos coordonnées ici. Il va vous les mettre, et là, vous pouvez les enregistrer, par exemple. Et puis, ça peut être sur un mois, 2 mois, 3 mois, etc., quoi. Les informations, donc on va prendre cet objet-là, je crois. On va prendre un objet comme ça, et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui est écrit ici. Le premier, c'est le nom de l'objet, ici, à gauche. Au départ, vous avez l'heure de départ du transit, en TU, en temps universel, la constellation, et l'altitude et l'orientation au début du transit. Donc c'est 53 degrés sud-est. En deuxième, vous avez la date ici. Ici, vous avez l'heure du milieu et vous avez l'élévation de l'objet au milieu du transit. Là, vous avez la fin du transit. Il finit à 19h42, toujours en TU, à 62 degrés et toujours sud-ouest. Donc vous voyez bien que là, on part de sud-est, sud et sud-ouest. Là, si vous avez une monture équatoriale, vous avez un retournement. Ensuite, vous avez la durée du transit, ici, 184 minutes. Vous avez la magnitude de l'étoile. Vous avez la profondeur du transit. Et dans ces données-là, vous avez l'heure de départ en déjulien, en jour julien. Ensuite, la période de l'orbite, 3 jours 52, ici. Là en dessous, vous avez ce qui s'appelle l'ascension droite et la déclinaison. Voilà toutes les informations que vous avez au télé. Donc ce que nous avons besoin, c'est ascension droite, déclinaison, l'heure de début, l'heure de fin, la durée du transit.
elle est là, mais bon, la durée du transit. Et surtout, on aura besoin de l'élévation de l'objet, qui s'appelle l'objet, l'altitude la plus basse et l'altitude la plus haute. Je vous montrerai pourquoi. Alors après, ben, à déterminer là-dedans, quel est l'objet qu'on va pouvoir faire à cette date. Trop tôt, là on est dans l'après-midi, hein, puisqu'on est en TU, donc il faudra faire ou enlever ou rajouter des heures pour pouvoir qui correspondent qui s'appelle à notre latitude. Et puis bon, là ça avait été déterminé, 21h30, un transit qui dure presque 3 heures, avec une magnitude de 13 à 0,204, et puis qui est de 38, qui monte et sud-est, donc vous voyez un bon petit transit. Bon, moi je me sers de, si vous avez mis Stellarium, puisqu'il fait les exoplanètes aussi, Stellarium, et ben vous pouvez faire comment dire, une projection. Vous mettez l'exoplanète, vous la mettez à l'heure de départ et vous voyez où elle se place et vous la voyez passer au fur et à mesure. Vous mettez l'heure de fin et vous voyez un peu le trajet qu'elle fait par rapport à chez vous. Et puis je le fais aussi sur Stellarium, ça marche bien. Voilà, donc ben, on sélectionne HATP 25 qui correspond parce qu'il fait nuit et puis ça finit pas trop tard, ça finit vers les 2 heures du matin. Et quand on clique donc, quand on clique sur HATP 25 ici, là, clac, et ben on arrive sur cette image-là. Il va nous donner la photo du champ d'étoiles, avec toujours les mêmes informations. Ici, la magnitude, la profondeur, la durée, etc., etc., etc. Donc, eh ben, on prend, on a le champ de photo, et puis après, ben, qu'est-ce on va, donc on sait exactement où se trouve l'étoile. Alors je préconise quand même quand on veut faire une exoplanète, c'est de s'y prendre peut-être 2 ou 3 jours avant et puis et ben, c'est d'envoyer le télescope dessus, de mesurer, de voir le champ, si la CCD elle est bien placée. Si on reconnaît facilement le champ, on peut mesurer le flux de l'étoile, savoir combien de temps, de déterminer déjà avant de vérifier les ADU pour savoir si on va pas aller en saturation. Donc on va pouvoir déterminer le temps de pause, on va pouvoir déterminer le rapport signal-bruit. Je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça va servir, mais bon, c'est prenez-vous-y 2, 3 jours avant, même une semaine, c'est pas gênant quoi. Allez sur l'étoile, habituez-vous à voir le champ d'étoiles, à le repérer, quitte à déjà déterminer comment vous allez mettre la caméra pour pouvoir avoir le champ comme il est posé ici, qui est nord-sud et est-ouest. Et puis voilà quoi, ça fera avancer un petit peu les choses, ce qui fait que le soir de l'acquisition, eh bien, vous passerez qu'à l'essentiel sur le contrôle les contrôles des images, le contrôle des informations, au lieu d'essayer de chercher des trucs qui vont vous perdre beaucoup de temps et peut-être louper le transit, quoi. Ensuite, eh ben, il faut des étoiles de comparaison, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure. Donc on va préparer un peu à l'avance le champ d'étoiles. Alors il y a deux possibilités. Comme je dis, vous allez sur ETD, et sur ETD, quand vous cliquez sur à gauche de ETD, vous avez toutes les exoplanètes qui sont indiquées. Ben, si vous avez une planète une exoplanète qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous avez une page complète qui va vous indiquer tous les transits qui ont été mesurés par des amateurs. Donc eh bien, en cliquant dessus, vous pouvez obtenir, puisqu'on publie la photo qui sert de référence avec la variable et ses comparaisons, vous pouvez aller piquer chez les copains les étoiles de comparaison qui s'est servi et vous faites votre champ d'étoiles à vous déjà à l'avance. Mais sinon, vous pouvez travailler aussi avec Aladdin. Ce qu'il faut chercher, en fin de compte, c'est des étoiles de comparaison qui ont la même magnitude et la même couleur. Donc, c'est-à-dire l'indice B-V. C'est-à-dire magnitude B moins magnitude V. Alors, moi, j'utilise Aladdin, hein, qui est téléchargeable sur Internet. C'est gratuit. Ce que je fais, en fin de compte, je vais charger une image astronomique. Donc je vous donne les liens, hein. Il y a une vidéo hein, que pour ça là, qui explique bien le déroulement de cette partie-là. Alors, on va charger une image astronomique, hein, voilà, tac, ici, j'utilise le CDS de Strasbourg.
Je clique ici, je mets les coordonnées de HTTP25. Hein, je fais un copier-coller tout simplement. Hein. Vous avez, si je reviens rapidement ici, quand on est sur, voilà, quand on est sur, et je fais un copier-coller de, ouais, voilà, c'est peut-être pas ici qu'on le fait, mais bon, en fin de compte, il faut récupérer ça et le coller. Voilà, on peut faire un copier-coller de, parce que c'est pas ici qu'on l'a, c'est, hop, 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 je dis pas, je les ai pas ici, non, c'est, on fait ben, avec un copier-coller, sinon vous tapez les coordonnées, donc on revient ici, on tape les coordonnées ici, ici vous déterminez le champ, en fin de compte 40 minutes c'est beaucoup, et vous pouvez mettre 15 ou 20 minutes, 20 arcs minutes, ici, puis vous faites chercher, et il va aller repérer le champ de HTTP25, et hop, il nous le met ici une fois qu'il a terminé, donc vous sortez, vous cliquez, vous sortez, il vous l'a affiché. Bon, maintenant qu'on a le champ d'étoiles, alors, vous pouvez prendre ce champ d'étoiles là et puis d'aller sur ETD comme je vous disais tout à l'heure et puis de colorier ici vos étoiles de comparaison des copains qu'ils ont utilisés. Ou si vous voulez aller plus loin de votre côté pour connaître le logiciel, à ce moment-là, une fois qu'on a mis le champ d'étoiles, il va falloir lui mettre maintenant un catalogue. Donc on va charger un catalogue. Ok, je mets le catalogue nomade. Il va s'installer et c'est-à-dire que bon, je fais chercher, fermer, je remets les coordonnées de la planète. Normalement, il reste toujours là, mais bon, des fois, si on touche un peu n'importe où dans la carte, ça se perd ça. Donc, il faut remettre les coordonnées de l'exoplanète, et puis ben, on fait chercher, et puis fermer, et à ce moment-là, eh ben, il va nous indiquer toutes les étoiles référencées dans le champ. Ici, bon, on sait toujours que notre exoplanète, elle est là, ici, voilà. Alors maintenant, eh ben, il faut aller déterminer que on va aller déterminer que les étoiles que nous avons besoin. Donc à ce moment-là, on va rentrer un nouveau fichier. On va aller chercher dans les fichiers. On va intégrer un fichier qui s'appelle le fichier exofilter B-V. Là, .ajs. C'est un standard, de comment dire, Aladdin. On fait ouvrir et puis là, hop, vous voyez, il y a beaucoup moins d'étoiles. Parce que tout simplement, il y a, dans ce fichier-là, ici, là, il y a des paramètres qui ont fait que on ne place ici que qui s'appellent les étoiles qui ont un indice dont on lui a donné à lui une référence. On va lui donner une référence, et cette référence-là, ben, il n'y aura que les étoiles qui ont cette référence-là qui vont apparaître. Il sera supprimé toutes les autres. Cette référence-là, ben, c'est l'indice B-V qu'il faut mettre. Alors pour ce faire, il faut tout simplement on va sélectionner tous les objets, puis on clique sur la variable et elle va s'afficher ici. Voilà. Et puis, eh ben, on va tout simplement faire trouver l'indice B-V, quoi. C'est-à-dire, eh ben, on va faire Bmag moins Vmag et on va trouver un chiffre, là, c'est 0,61. Donc, on relève ce chiffre-là, une fois qu'on l'a relevé. On revient sur, on clique ici et on fait clic droit et propriété. Il y a ça qui va s'afficher. Il se met en mode débutant, on clique à droite sur l'onglet mode expert et on va aller changer ces deux petits paramètres là. C'est-à-dire on est à 0,61, donc à 0, ça s'appelle je tourne toujours entre 10 moins 0,1, donc un 0,1 moins et 0,1 de plus, ce qui fait qu'on est entre 0,50 et 0,70 pour faire 0,61. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'écris tout simplement, je remplace ça, je remplace ces deux chiffres-là dedans. Voilà, ici. Je remplace, donc je mets ici, puisque j'ai 0,61, et bien je mets plus ou moins 0,1 ici. Voilà, ce qui fait que bon, c'est entre 0,50 et 0,70. Ne seront affichées que les étoiles qui ont la magnitude, qui ont cette magnitude entre 0,5 et 0,70. Voilà, tac. Une fois qu'on a fait valider, ben ici, il ne trouve que les étoiles. Et vous verrez qu'en fin de compte, les copains, quand ils ont été sur ETD, ben, ils ont tous utilisé plus ou moins ces étoiles-là, quoi. Alors, cette photo, évidemment, on peut l'exporter. Donc, on enregistre la vue courante, ou JPEG ou en PNG, ou vous allez chercher le standard qui vous plaît. Et puis, vous la mettez sur le bureau, et puis vous vous en servirez quand au besoin, quand il y en aura besoin, quoi.
Donc, quand on va travailler avec MuniWin. Voilà, et la photo elle est exportée, puis voilà, ça vous donne ça. Ensuite, il y a donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait relever l'altitude, qu'il fallait relever euh, la profondeur du transit, pas mal de choses. Donc il y a monsieur Bruno Daucher qui avait fait il y a 2-3 ans un fichier Excel qui déjà nous donnait pas mal d'informations et j'ai un peu pris des informations sur lui, puis j'ai rajouté d'autres applications. Ce qui fait que bon, ben écoutez, quand on clique ici là, sur cet onglet-là, on a une liste de choix de tous les objets qui sont sur ETD. Vous allez sélectionner l'objet et systématiquement va apparaître la magnitude, la profondeur, l'ascension droite et la déclinaison. Une fois que vous avez sélectionné votre étoile, vous allez cliquer sur photo qui est ici là. Voilà, vous cliquez sur photo et cette fenêtre va s'ouvrir et vous proposera par défaut HTTP25. Vous insérez la feuille sur l'image et la. Alors ça c'est pas HTTP25, hein. C'est une autre, je crois que c'est une des toutes premières sur la liste. Mais là c'était pour la démonstration. Mais bon, HTTP25 sera ici. Donc une fois que vous cliquez sur insérer la photo, et ben, elle sera ici, vous la mettez, vous pouvez la placer et la mettre au centre ici. Et vous aurez HTTP25 qui est là. Alors une fois qu'elle est insérée, ça c'est parce que si vous avez internet, non, je dis des bêtises. Les photos que vous allez insérer ici ne sont pas du tout sur internet, elles sont en local sur votre disque. Il y a tous les champs d'étoiles de ETD qui sont dans un fichier. Alors voilà, donc ici vous avez de repérer aussi l'étoile, la variable, elle est ici. Il faudra penser à la mettre sur le. Parce que les étoiles ne sont pas repérées, là, les variables ne sont pas repérées sur les champs d'étoiles. Alors il faudra le faire ça. Il faudra bien repérer où est votre variable. Alors on a mis la photo, on a mis on a mis l'objet, la photo. Ensuite, il y a j'ai deux boutons ici qui servent à aller sur Internet. Donc si vous cliquez sur ETD, eh bien, vous allez aller sur le site, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, une petite fenêtre avec ETD qui va s'ouvrir. Donc vous pouvez vous promener sur ETD pendant que vous travaillez sur ce fichier-là. Et puis là, c'est un lien qui va sur le lien qui fait Météo Blue, qui va nous donner le signe de la région, quoi. Donc vous allez déterminer votre emplacement, la ville où vous vous trouvez, et il vous donnera le signe de la soirée, en fin de compte toute la météo, avec les vents, la vitesse, la pluie s'il y en a, l'humidité, etc., etc. Alors, ces deux boutons, ils sont conditionnés par une page qui s'appelle le lien Internet, qui est un onglet sur lequel vous allez mettre ici parce que vous pouvez changer très bien les boutons que je vous ai mis qui s'appellent ETD, vous pouvez très bien les envoyer sur le site que vous avez envie. Il suffit tout simplement de mettre le lien ici et l'application ira chercher ce lien pour aller se loguer dessus. Voilà. Et ici, quand vous êtes là-dedans, si vous n'avez pas Internet, en prenant la précaution d'enregistrer la veille dans un dossier, par exemple ETD, vous n'avez pas internet là où vous allez vous trouver, vous pouvez enregistrer la veille la page, la mettre dans un dossier et en mettant ici le lien, ici, donc le lien, quand vous allez cliquer là-dedans sur ETD, vous avez ou accès Internet ou un accès en disque dur et à ce moment-là, il ira ouvrir la page que vous avez enregistrée ici. Ce qui fait que vous pouvez trouver les informations sans avoir Internet, quoi. Voilà. Vous pouvez les récupérer. Voilà à quoi sert cette partie-là. Ensuite, ici, on est où là? Voilà. Donc au départ, on connaît l'heure de début. En TU, on connaît l'heure de fin. Je vais en parler un petit peu plus loin, je crois, c'est ça. Ici, il faut mettre l'élévation 1, l'élévation 2. Est-ce qu'on en parle ou pas? Donc je vais vous parler de ça. Voilà. Impératif, donc au départ, vous allez mettre l'élévation la plus basse et l'élévation la plus haute.
ici, en 1 et 2. Là, ça va calculer l'air masse du plus bas et du plus haut. D'accord? Ensuite, vous allez mettre ici, vous allez mettre quand vous avez fait des pauses et vous connaissez à peu près le nombre d'ADU qu'il va y avoir sur la longueur, sur la durée de vos pauses, sur le pixel, donc ça s'appelle le Cmax. Hein. Donc vous allez le mettre ici et ici en bleu, il va vous indiquer suivant l'élévation, au plus bas vous avez 47 000 et vous savez que comme il va monter à 83 degrés, au maximum il sera à 49 339. D'accord? Ça, c'est pour déterminer que vous ne sortiez pas ni de la linéarité de votre caméra et que vous ne passez pas en saturation. Si vous êtes à 50 ou là, on n'élève pas beaucoup, je vais dire, mais je peux vous dire que si vous partez à 55 000 et que là vous êtes à 55 000 et que vous êtes à 40 degrés, vous pouvez vous dire que là vous êtes en saturation. Et il va vous le dire systématiquement, il vous dira que vous êtes à 65 000, vous êtes proche ou vous êtes en dehors de ça s'appelle la linéarité de votre caméra. Donc ça c'est fait pour ça, c'est fait pour déterminer, pour avoir ça s'appelle objectivement des bonnes données. Voilà. Ensuite, vous allez rentrer la FWHM. Et là, évidemment, la FWHM sera calculée au plus haut aussi, ce qui va vous donner à peu près le travail à faire dans la soirée. Il faudra peut-être ramener, si la FWHM elle diminue ou elle augmente, il faudra focaliser un petit peu. Le but est de rester à peu près sur la même FWHM tout le long de la soirée. Donc il faudra focaliser ou défocaliser un tout petit peu. Tout simplement pour garder à peu près la même WHM. Ça, vous le voyez un petit peu à l'avance, vous le saurez à l'avance dans vos calculs, et vous savez que il faudra peut-être voir s'il faut reculer ou augmenter un petit peu. Donc vous apprendrez à utiliser votre matériel pour savoir que pour focaliser ou défocaliser, pour augmenter la WHM ou pour la diminuer, il faut aller dans ce sens-là avec le focuseur ou il faut aller dans ce sens-là avec le focuseur. Voilà. Et puis à peu près, voilà. Donc voilà, ça c'est fait pour ça. Vous allez mettre le signe aussi. Et puis, il va vous donner l'échantillonnage en arc seconde voilà, pour la soirée, quoi, voilà, avec toujours avec les qui s'appellent les élévations qui sont prises en considération. Après, je vous ai parlé, on a relevé le signal bruit, donc il y a deux possibilités. Si le signal bruit, vous l'avez mesuré dans MuniWin, lui, il ne parle pas en signal bruit, en SNR, mais il parle en dB. Donc, l'application va calculer, va faire des conversions, il va passer en signal bruit et vous donner la profondeur du transit mesurable. Donc, vous savez qu'avec un 27,8 dB sur MuniWin, vous pouvez descendre jusqu'à 0,01, c'est-à-dire qu'on est au millième. Voilà. Ce qui vous fait 603 en signal bruit. Et si on met, si vous avez le signal bruit direct, vous le mettez ici. Parce que tout ce qui est en orange, j'ai oublié de vous le dire, mais tout ce qui est en orange sont les données à insérer. Voilà, tout ce qui est en orange ici sont des données à insérer et tout ce qui est en bleu, c'est les données calculées. Donc si vous mettez 603, vous avez un signal bruit de 603 et lui vous donnera la profondeur utilisable en millimagnitude. Pas utilisable, c'est la profondeur théorique, mais qui sera, on pourra aller jusqu'à 0,001 magnitude avec ce signal bruit là, quoi. Vous avez le petit tableau qui vous indique là ici, hein. Vous voyez qu'à partir de 5, on ne fait pas grand chose. Si vous avez 10, vous avez 25, on peut faire des 25 donc SNR hein, sur le signal bruit. Vous pouvez faire des transits de 0,04 et si vous avez 50, etc., etc., etc. Mais bon, le logiciel lui vous le calcule. Alors ici, ensuite, il y a l'heure de début, l'heure de fin. Donc quand vous cliquez ici là sur cette case, vous allez mettre la date et l'heure de début. Vous cliquez sur cette case, vous allez mettre la date et l'heure de fin, parce que ça peut être le lendemain. Hein. Et ici, vous allez mettre l'heure d'été ou l'heure d'hiver, ou suivant où vous vous trouvez, plus 1, il s'appelle 1, 2, 3, 4, 5 en décalage. C'est le nombre d'heures hiver-été ou un décalage qui peut être aussi suivant votre latitude. Et il va calculer systématiquement, écoutez, nous on est à 1 heure par rapport à TU, et l'heure locale, le début est à 21h53
et l'heure de fin est à 0h45. Ça, c'est le début du transit et la fin. Et il va calculer systématiquement que, bon, ben, les fameuses heures avant, heures après, ben, il les prend en considération. Donc, il dit le début de la séquence, elle doit commencer à 20h53 pendant 292 minutes et elle doit finir à 1h45. 1h45, vous avez la courbe complète. Ensuite, eh bien, vous allez lui donner la durée des pauses, que ça a rentré. Et puis lui, par déduction, eh bien, étant donné qu'on a 292 minutes, il va vous dire, eh bien, écoutez, il y a 584 pauses à faire. Donc ça aussi, vous pouvez le déterminer, sachant que 584 pauses, c'est si on avait des caméras hyper rapides qui mettaient une demi-seconde pour faire les transferts d'images. Donc dans les 584 ne sont pas comprises les temps de transfert. Donc c'est obligatoirement inférieur à 584. Mais bon, ça c'est le théorique. Mais c'est le maximum que vous aurez à faire. Et ensuite, il y a un calendrier julien dans lequel vous pouvez mettre l'heure de milieu du transit ici. Vous le mettez ici, c'est ETD qui vous le donne. Et puis ça sera le vôtre, celui qui est calculé par MuniWin, pour voir s'il y a des différences vraiment flagrantes entre ce que vous avez vous trouvé par rapport à ce qui a été prévu, quoi. Je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et j'ai fait mon transit et j'ai fait une publication parce que c'est vrai que j'avais pas contrôlé l'heure du milieu. Et j'allais faire la publication, et puis il y a Marc Breton des Baronnies Provençales qui me dit tiens, j'ai fait la même que toi hier soir. Et puis quand il a regardé, ben, l'heure du milieu, il y avait 8 minutes de différence. Et on s'est posé la question parce qu'on n'est pas à 8 minutes l'un de l'autre en termes de décalage horaire. Donc j'ai cherché, mais ça a été assez rapide. C'est tout simplement que 8 minutes, c'est quoi? C'est la distance Terre-Soleil, la vitesse de la lumière, quoi. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'avais cliqué sur un onglet qui s'appelle héliocentrique, mesure héliocentrique, et puis ben, ça m'a fait un décalage, donc j'ai trouvé assez rapidement, j'ai refait les courbes, et puis ça, on est revenu qu'on était à moins de 17 secondes l'un de l'autre. C'était un petit peu plus raisonnable, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça au point pour voir vraiment si les données sont cohérentes, quoi. Savoir que ETD aussi dans MuniWin il y a un calendrier julien aussi. Puis bon, à la fin j'ai mis des petits trucs qui me servent à moi, c'est l'échantillonnage avec qui s'appelle le télescope et là qui s'appelle la CCD et puis l'échantillonnage de l'autoguidage. C'est juste à titre indicatif. Voilà. Donc on va passer aux impératifs. Eh ben, avant de lancer dans l'acquisition d'un transit, il est hyper important, mais vraiment hyper important d'avoir une maîtrise sur tous les logiciels que vous allez utiliser, sur votre propre matériel. Il ne faut pas perdre du temps à essayer de deviner comment ça marche, quoi. Voilà, quand on est dedans, il faut vraiment maîtriser toute la chaîne. Il faut la connaître bien, bien, bien pour ne pas perdre de temps quand on est sur un transit. C'est de surveiller les données, surveiller les informations et de réagir très rapidement pour qu'on puisse avoir des données cohérentes et ne pas avoir arrêté tout en cours de route parce que ben, on ne sait pas, on ne sait plus ou on cherche. Voilà, hein. Donc voilà. Donc et pour commencer, voilà, on va chercher des transits de 0,3, 0,2 millimagnitude pour se faire la main et puis mettre un petit peu l'heure précise sur le PC. Voilà. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, quelques jours avant, eh bien, vous allez faire une reconnaissance de champ. Vous allez mesurer le signal, vous allez, suivant l'élévation, puis vous allez voir ben, le Cmax hein, en ADU, puis le signal bruit que vous allez avoir sur cette étoile, etc., etc. Et donc c'était pour vous dire, voilà, la reconnaissance du champ, voilà. Ça c'était la HATP 25, la photo que j'ai faite avec la CCD, qui correspond bien et qui est bien cadré par rapport au site ETD, quoi. Voilà, donc ça, vous y arrivez de suite après, vous savez que c'est ici, que voilà, vous perdez pas beaucoup de temps, quoi. Vous placez votre étoile au milieu et puis voilà, quoi. Alors la mesure du signal, on fait une mise au point sur une étoile, hein, puis on règle donc mais on défocalise légèrement, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étaler un peu on va essayer d'étaler le signal sur un petit peu plus de pixels
tout simplement pour étaler la perturbation, le signe un peu, etc. là, et puis pour diminuer un petit peu, si vous avez des étoiles qui sont très lumineuses, ben, le fait d'étaler fait que le Cmax diminue. Voilà. Et alors, pour quelques petites étoiles, si les étoiles sont faibles, eh ben, les étoiles de magnitude assez élevée, ben, à ce moment-là, vous faites entre 3 et 5 pixels à peu près. Et puis ben, si on commence à avoir des étoiles qui ont une forte luminosité, et bien étaler jusqu'à 3, jusqu'à 5, 15, jusqu'à 15 pixels. Il ne faut pas faire un donuts, hein. Évidemment, on ne va pas arriver au donuts, mais vous pouvez étaler. Vous pouvez étaler, et puis vous voyez la durée des pauses et le signal bruit. Donc c'est ça le plus important, hein. C'est le signal bruit, et voir que vous n'êtes pas en saturation et que derrière vous faites des temps de pause qui soient raisonnables. Faut pas faire des temps de pause de 3, 4, 5 minutes, parce que d'une manière ou d'une autre, la résolution temporelle sera mauvaise. Vous aurez un trait tous les centimètres et ça ne correspondra à rien du tout. Donc c'est d'avoir le maximum d'informations. Donc il faut trouver un bon compromis entre le temps et le signal bruit. Mais le signal bruit, donc vous savez comment on fait pour déterminer quel est le niveau de signal bruit qu'on a besoin. Et puis de là, c'est là que ça va vous déterminer le temps, hein. Ça va vous déterminer le temps, et puis voilà. Donc ben, on fait des pauses, hein, c'est pour ça que en vous y prenant 2-3 jours à l'avance, vous allez pouvoir voir ben, le temps de pause qu'il va falloir pour votre soirée, quoi. Voilà. Et ben, on fait des temps de pause entre 1-2 minutes, et puis s'il faut, ben, on défocalise un petit peu, on contrôle la FWHM, on se la garde bien en mémoire, hein, parce que c'est elle qui va servir de référence toute la soirée. Voilà, il est important d'obtenir le meilleur rapport signal-bruit en fonction de l'objectif, donc la profondeur, hein. Ça, donc vous avez tout sur le calcul, sur le fichier Excel. Et vérifier le flux obtenu, la valeur du pixel le plus lumineux de l'étoile, puis calculer le flux atteint lors du passage le plus haut, c'est ce que vous disiez, la feuille de calcul, et ajuster, si besoin, le temps de pause pour éviter la saturation. Ou étaler si on est au maximum. Et ben, si on est au maximum d'étalement, ben, il faudra baisser le temps de pause. Voilà. Mais ce temps de pause-là, une fois qu'on l'a déterminé, ben, il sera pour toute la soirée, il faut qu'il soit le même, hein. Voilà. Et tout ça, comme je l'ai expliqué, toujours en restant dans la limite de la linéarité de la caméra. L'autoguidage, eh bien là, eh bien, écoutez, l'autoguidage, il faut faire de l'autoguidage, mais bon, comme c'est des courtes pauses, normalement, maintenant, on est capable de faire des pauses de 1-2 minutes, suivant les montures sans autoguidage, mais bon, il est préférable. Donc, préconiser, hein, de prendre les étoiles d'autoguidage, celles qui sont servir d'étoile guide, la plus proche de l'étoile pour éviter, déjà pour éviter là, ce qui s'appelle les rotations de champ, pour essayer de garder toutes les, s'appelle les images à peu près cadrées de la même manière, avec les étoiles au même endroit. Bon, MuniWin, qui s'appelle, est très tolérant là-dessus, il est capable de prendre les étoiles et de faire du bon boulot, même si ça tourne un petit peu. Mais bon, eh ben, plus on évitera les, qui s'appelle des choses inutiles, et mieux sera, qui s'appelle mieux sera la soirée, quoi. Et puis bon, et puis essayer de rester, comme je disais, au pixel près, donc, hein, parce que ça va éviter ça va éviter, de faire ce qu'on appelle les différences de réponse sur les pixels, quoi, entre les pixels. En bougeant, ça fait que les pixels s'allument, les pixels s'éteignent, c'est un peu compliqué, ce qui va faire, faire varier un petit peu là, qui s'appelle la luminosité de notre étoile. Il y aura des variations là-dessus, ce qu'on veut éviter, quoi, en fin de compte. Ce qu'on veut éviter. Alors Maxime DL, lui, ben, voilà, on est dans une soirée, on va préparer notre soirée avant, et ben on va essayer de chercher avec Maxime DL ou avec MuniWin. On va mettre la photo et puis on va les déterminer, eh ben, le signal bruit, ici, le SNR, donc qui est ici, la FWHM, et puis le Cmax qui est ici. Là, je vous parle Maxime DL, mais bon, tous les logiciels ont plus ou moins ces fonctions-là, quoi. Donc, à vous de les garder, puis de les regarder, de les saisir et puis de les garder de côté pour la soirée de l'acquisition, quoi. Et puis voilà, quoi. Puis après, ben, faut partir une soirée d'acquisition, c'est ça, on fait des photos en surveillant tout ce que je vous ai dit. On a bien déterminé les choses à l'avance, hein, on sait bien, donc une fois que c'est fait, ben, on envoie et on fait une série de photos comme si on faisait de la photographie. Bon, ben, il n'y a pas de qualité étant donné qu'on a défocalisé, hein, les étoiles sont pas ponctuelles, mais
C'est pas ce qu'on cherche, hein. On cherche pas de la qualité, on cherche pas de l'art, on cherche à faire des courbes. Voilà, et puis ben, une fois qu'on a tout ça, et ben, le lendemain matin, on a fait nos flats, on a fait nos darks, on a fait nos bias, on a fait toutes nos photos, et ben, après ben, c'est la révélation. On passe par ManyWin. Et là c'est pareil, hein, il y a un tuto sur cette fonction-là, sur cette application. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de créer un projet. Et donc quand on crée un projet, quand on clique ici, il y a cette page et cette fenêtre qui s'ouvre, et bien on va lui donner un nom à ce projet, puis on va lui donner un emplacement. Excusez-moi, on va lui donner un petit emplacement. Et puis on va cliquer sur l'iCurve et puis on fait OK ici. Et donc on a créé un projet. Ensuite on va cliquer sur ce bouton là, donc on a fait ça, on va passer ici. Ce qui est bien, c'est qu'on faut suivre comme ça, voilà. Donc en deuxième, eh bien, on va passer ici, on va mettre le projet de setting, et puis on va déterminer quelques petites fonctions. Donc on va toucher caméra. Bon là, moi j'ai toujours laissé par défaut. Maintenant, si vous connaissez toutes les informations de votre caméra, vous pouvez les mettre. Mais bon, par défaut, j'ai toujours laissé ça pour la QSI, ça fonctionne. Ensuite, quand on est dans Source Frame, et bien là on va déterminer par défaut, il nous met qui s'appelle les valeurs mini et maxi pour une 16 bits. Ça j'y touche pas. Et là c'est binning ou pas binning, si vous avez fait du binning ou si vous n'avez pas fait. Et tout dépend. Ensuite, la calibration, eh ben, si vous mettez des bias ou si vous mettez pas des bias, c'est que vous avez les dark et les flats. Si mon master flat il est déjà fait, que le bias a été enlevé, il n'y a peut-être pas besoin, quoi, c'est tout dépend. Ensuite, Star Detection, là, ça c'est hyper important, on va en parler un petit peu plus loin, c'est super important ça. Donc on va en parler. Ces deux réglages-là sont importants pour faire la détection des exoplanètes. Dans la photométrie, ces données-là sont très importantes, on va les travailler un petit peu plus tard. Ça, c'est défini, c'est figé. Alors en général, ça c'est l'ouverture, vous vous rappelez, c'est le premier cercle, le cercle qui va englober l'étoile. Tout à l'heure, nous avions un 6,1, on avait mis 6,1, on avait mis 14 je crois l'aperture. Donc tout à l'heure, il faudra bien déterminer, qui s'appelle hashtag 8, voilà, c'est lui qui va être la référence d'ouverture pour détecter notre courbe. Et ça, on va déterminer, ces valeurs-là, on va les déterminer un petit peu plus loin. Le matching, ben, on ne touche pas, mais de temps en temps, il se peut très bien qu'on ait à toucher si dans la lecture des étoiles mais bon, au départ, on n'y touche pas. Dans un tuto, je vous explique un petit peu comment ça marche ça. L'algorithme, on utilise celui-ci. Ensuite, dans le Light Curve, alors ça c'était la version précédente de ManyWin, la dernière ne l'a pas. C'est pour ça que je suis revenu à cette version-là. Qui a ce qu'on appelle l'étoile artificielle, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est on va utiliser plusieurs étoiles de comparaison pour moyenner et pour faire une étoile, une superstar, quoi. Voilà. C'est ici que ça se passe. Vous cliquez dedans pour avoir la superstar, sinon vous n'aurez le choix que sur une seule comparaison. Alors que si vous cliquez là, quand on va faire les recherches recherche pour faire la courbe, on aura plusieurs étoiles de comparaison, on pourra cumuler plusieurs étoiles de comparaison. Voilà. Donc le fin variable. Ça, je touche pas, j'en parle un petit peu. Là, après, c'est votre observatoire, vous pouvez le mettre. Ça peut aider pour plus tard pour l'établissement de la courbe. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, et bien, en fin de compte, c'est ce plus qui est ici. Le rond, il n'est pas à sa place. C'est celui-ci. On clique ici et on va sélectionner. Donc, cette fenêtre va s'ouvrir et on va sélectionner toutes les images de la soirée. J'ai bien dit que les images, on ne touche pas les bias et les darks, tout ce qui est traitement, on ne touche pas. On fait add et puis on ferme. Voilà, et là on ferme aussi. Et là on a toutes nos images. Ensuite, là on passe, je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Ça, celui-ci, ce bouton-là, c'est tout simplement pour enlever. Hein. Vous avez une photo qui ne vous plaît pas, vous avez contrôlé qu'elle n'allait pas, vous cliquez dessus, vous faites moins et vous supprimez la photo. Ça, c'est pour enlever. Vous pouvez aussi enlever une série. Hein. Vous faites contrôle et puis vous enlevez plusieurs images, vous pouvez le faire, vous faites moins. Ça, c'est pour enlever l'image. Ça, c'est pour une autre fonction
c'est de rajouter dans des sous-dossiers. C'est de rajouter des images qui sont dans des sous-dossiers. Voilà. J'utilise pas, en trois quarts du temps, j'utilise ça. Voilà. Donc ben là, on est passé ici, on a rajouté nos photos. Donc maintenant, on va taper sur la réduction express. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc on clique sur la conversion des fichiers, ici. Ensuite, suivant les cas, on clique sur le time correction et ici on va mettre comment dire, la valeur de correction. Alors, pour ceux qui utilisent MuniWind, pas MuniWind, qui utilisent MaximDL, à savoir, vous le savez, c'est que là, qui s'appelle l'heure qui est dans le fichier indicateur, qui s'appelle le fichier dans le fichier fit, dans les informations, fit information, l'heure est l'heure du début de la photo, il n'est pas l'heure du milieu. Donc, comme MuniWind travaille avec l'heure du milieu de la photo, eh ben, il faut tout simplement cliquer dessus et mettre la moitié de la valeur de votre temps de pause. Donc, si vous avez, ça s'appelle 120 secondes, et bien ici vous mettez 60 secondes, puisque le temps milieu de votre photo est à 60 secondes. Donc, eh bien, il y a un décalage de 60 secondes, il faut le mettre ici et cliquer dessus pour que la correction se fait. Sur Prisme 10, c'est le milieu de la photo, donc je n'ai pas ce souci-là. Mais bon, à surveiller si vous avez un temps de correction à faire, quoi. Ensuite, eh bien là, vous faites la correction des darks et la correction des flats. Et bien, vous cliquez ici, puis vous allez chercher dans votre dossier le master dark, et ici, vous allez chercher ici le master flat. Ces trucs-là, ces petits boutons-là, la photométrie et le matching, on l'utilisera autre part parce qu'il faut bien le paramétrer, donc on en parle, on le fait manuellement celui-ci. Je le fais pas en automatique. Mais quand vous savez maîtriser tout ça, vous pouvez le mettre en automatique, il n'y a pas de souci. Cette fonction-là et cette fonction-là, ici. Là. Pour l'instant, nous, avec ça, on va faire ça, qui est la conversion. Non, excusez-moi. Ça, c'est la conversion. L'heure, c'est la time correction. Ici, c'est les dark et les flats. Voilà, on fait tout ça. Photométrie et matching, on ne le fait pas, on le fait en manuel. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Voilà, et puis il travaille. Et vous voyez qu'il fait la conversion, et il fait les dark frames et les flat frames. Et puis il passe à l'image de 2, et puis il fait les conversions, etc. Et il va jusqu'au bout. Quand il a fini, eh bien, il dit qu'il a tout fait, que tout s'est bien passé. Et puis ensuite, ce qu'on fait, eh ben, on va sélectionner une image, la première par exemple. Et puis donc on double-clique et on va dans Tools, Quick Photometry. À l'intérieur, clique donc Tools, et dans Tools il y a Quick Photometry. Et là, à ce moment-là, on a cette page qui s'ouvre. On va aller cliquer sur notre variable, notre système avec l'exoplanète, sur l'étoile. On double-clique dessus et il y a les cercles d'ouverture qui apparaissent. Et c'est ici qu'on va faire les réglages et qu'on va déterminer l'ouverture de chaque cercle. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près 2 fois la FWHM. Ici on est à 7,1, donc 7 fois 1, c'est 14. Donc on met 14, voilà. Donc ici vous voyez 14, 15, et ça englobe bien le cercle de l'étoile. Donc là, il va bien analyser le flux de mon étoile, le cercle 1. Le cercle 2, eh comme il est à 3 fois la WHM, 3 fois 7, 21, je le mets à 21, lui il va analyser en fin de compte le fond de ciel qu'il y a entre l'étoile et donc la première partie du fond de ciel qu'il y a après l'étoile. Et le deuxième cercle, ici, lui, va calculer carrément le fond de ciel. Alors, si des fois il y avait un compagnon à côté de votre étoile, si il touche et qu'il est vraiment dans la résolution, on n'a pas pu le séparer, donc il n'y a pas de séparation, à la rigueur, il est préférable de l'englober avec avec la variable. Maintenant, s'il est séparé de l'étoile, il faut l'englober dans le deuxième, entre le premier et le deuxième cercle, mais surtout pas dans le troisième. Le troisième cercle sert vraiment à mesurer le fond de ciel. Et là, c'est mesurer le fond de ciel proche de l'étoile. Donc voilà, si vous avez un petit compagnon, suivant où il se trouve, eh bien, il faudra ou l'intégrer, s'il est vraiment dedans et qu'on n'a pas de séparation. Et s'il n'est pas dedans, à ce moment-là, c'est de le mettre entre le premier et le deuxième cercle. Et vous voyez ici, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le fichier Excel,
le SN, vous voyez, ça c'est le signal bruit, mais il est en dB. Donc le moins, vous ne le comptez pas, vous l'enlevez, il n'y a pas de moins 27, moins 26, moins 27, ça n'existe pas. Donc quand il vous dit moins 27 ou moins 28 ou moins 3 ou moins 4, vous mettez le chiffre, 27, le chiffre qui est indiqué là sans le moins, quoi. Alors une fois qu'on a fait ça, et ben on a déterminé, donc on a dit qu'on était à 15 en ouverture, 21 sur le sky inner et sur le sky outer, on est à 32. 15, 21, 32. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on clique sur astrométrie, on appuie sur Star Detection, et à ce moment-là, ici, on a ces deux paramètres-là où on devrait mettre ici la FWHM, et là, c'est la sensibilité de détection au niveau des étoiles. Alors, je ne vais pas les toucher pour que vous voyez ce qui se passe quand ce n'est pas réglé. Et ensuite, ici, quand on clique sur photométrie option, tout à l'heure on a cliqué sur astrométrie, donc là, photométrie, hein, on a cliqué Star Detection option, maintenant on clique ici, voilà, et ben on va régler ici, rappelez-vous, 3 x 7, 21, donc on met 21, et 7 x 5, 35, entre 35 et 40, j'ai mis tout à l'heure, puisque ça on ne le touche pas, hein. Par défaut, on ne touche pas l'ouverture. L'ouverture, il y a des déterminations. C'est nous qui allons lui demander tout à l'heure d'utiliser celle-là ou celle-là ou celle-là. Alors là, on a fait OK. On fait OK. Une fois qu'on a mis nos chiffres ici, et puis ben, on fait lancer. Et puis un coup, vous vous rendez compte que dans la première image, déjà, ça a duré pas mal de temps. Plus d'une minute, et puis il dit que bon, ben là, il s'appelle le nombre de stars a excédé, et puis qu'on a dépassé les 1000 stars. Les 1000 stars qui étaient définis ici, là, vous les voyez? Ici, là. On définit le nombre de stars maximum. Donc là, il a dépassé 10 000 étoiles sur la photo. Elles n'y sont pas. Donc c'est qu'on s'est trompé dans les paramètres. Donc c'est pour ça qu'on peut faire cancel. On arrête. On revient ici. Et là, à ce moment-là, on va mettre vraiment la FWHM, la vraie, qui était à 7,1. Et puis ici, la détection trichonne, on va l'augmenter un petit peu. Ici, c'est que moins il y a d'étoiles et plus vous pouvez baisser ici, et plus il y a d'étoiles et mieux vont augmenter ici pour que ne sont traités que s'appelle les étoiles et pas les artefacts, quoi. Alors, vous voyez qu'une fois qu'on a mis, alors ça, ce chiffre-là, alors ça, dans l'absolu, c'est défini, c'est la FWHM. Mais celui-là, c'est suivant que s'appelle votre environnement, setup, etc., caméra, etc. Il varie ce chiffre-là, donc à vous de déterminer quel est le bon chiffre qui va faire qu'on détecte des étoiles dans vos images, que ce sont des étoiles et que ce n'est pas des images. Donc ça peut varier ce chiffre-là. On peut augmenter, on peut passer à 10, 12, ça peut monter, et puis ça peut être beaucoup plus bas aussi, quoi. Alors vous voyez, puis d'un coup on est passé à 188 étoiles trouvées, quoi. Voilà. Et là ça va beaucoup plus vite. Mais il a fini, quand il a fini, ben, il a tout fait. Donc ben, on dit OK, hein, il a fait, donc voilà, il a fait la photométrie, et puis il a trouvé 188, 189, 172, et là à ce moment-là on va matcher. Donc là il y a un gros travail qui va se faire, il va calculer le flux de toutes les étoiles, et donc il va chercher toutes les étoiles, les vraies étoiles qui sont qu'il va retrouver sur toutes les images, quoi. Donc il va nous ouvrir cette fenêtre et là à ce moment-là on va déterminer quelle photo de référence on va lui donner. De préférence, il est quand même important de lui donner les toutes premières parce que c'est celle où il y a le maximum d'étoiles. Voilà. Donc là-dedans, s'il y a un maximum d'étoiles, il est certain que dans les dernières qui sont tout en bas, où il y a moins d'étoiles de se matcher, il va retrouver obligatoirement les étoiles qui sont là, il va les retrouver en bas. Alors que l'inverse, c'est pas obligatoire, quoi. Donc il vaut mieux prendre aussi là où il y a le plus d'étoiles comme référence. Et puis là, il est parti pour trouver, ben là, il a trouvé 51 étoiles. Là, il a trouvé 65 étoiles. Il a trouvé 54 étoiles qui sont sur toutes ces images. Il peut se référencer, quoi, là. Il a trouvé des références sur toutes les images. Donc là, il les prend et il les repère. Et puis, il analyse les flux. Voilà, donc il a trouvé. OK. Donc, cette fenêtre, donc on appuie sur Light Curve, ici, là. Donc, on a fait tout ça déjà. Tout. Là, on appuie sur la Light Curve. Et puis, donc là, on touche là, on va utiliser les fichiers qui sont dans le dossier courant.
Alors ici, on peut mettre aussi l'air mass coefficient. Quand on clique ici, eh bien, on peut mettre l'objet et puis on peut mettre aussi l'observatoire. Ça s'éclaircit, c'est en gris là parce qu'on n'utilise pas. Mais si vous cliquez ici, ça va devenir accessible et vous pouvez mettre les coordonnées du site et de l'objet. On fait appli. Et puis on va lui dire maintenant, il nous propose ça. Donc on lui dit, ben, donc light curve, on fait appli. Et là, il va ouvrir cette fenêtre et on va lui dire, il va nous demander où est la variable et où sont les étoiles de comparaison. Donc les étoiles de comparaison, vous avez vu tout à l'heure, on les a préparées de côté, on les a mis de côté. Et bien on va les mettre, on en met une ou deux, une ou deux ou trois, et puis donc on met variable, on clique sur variable et puis on clique sur l'étoile et on met variable, et puis après on met sur comparaison, on clique sur l'étoile et on fait comparaison. Voilà. Okay. Voilà. Et check, c'est une validation d'une étoile qui n'est pas une variable. Quoi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et bien on fait OK. Et là, il nous propose cette fenêtre et il nous demande maintenant de choisir l'ouverture. Et vous vous rappelez tout à l'heure, l'ouverture c'était hashtag 8, c'est-à-dire le 14 autour de 14, deux fois la FWHM. 14, donc on clique là-dessus, ou on clique là, ici sur la 8, et puis à ce moment-là, on fait OK. Et là, tac. Miracle, on a une courbe déjà. Et vous verrez que là, donc en bas, vous avez un calendrier julien, et là, c'est la profondeur, l'écart type. Alors, ici, on peut toucher un petit peu, on peut faire varier, on essaie de faire avec le 6, le 7, le 8, et vous verrez que ça va bouger énormément. Je vous le montre sur le tuto en vidéo, c'est mieux. Voilà. Et puis, bon, si vraiment on n'est pas satisfait, on peut aller dans Edit et changer Select là, et on va changer les étoiles de référence. Puis on peut aller chercher d'autres étoiles. Voilà, on peut chercher d'autres étoiles et puis en mettre beaucoup plus, on peut en mettre plein. Et puis de dire, voilà, ben là, on s'est rapproché, là, on est rentré un petit peu plus comment dire, la résolution. On est un petit peu plus résolu. Et puis, alors, s'il y a des étoiles qui sont un peu partout, là, un peu parties, qui sont un peu en dehors des champs, vous pouvez les supprimer. Clic droit et puis on supprime. Celles-là, on peut les supprimer aussi. Et vous verrez que des fois, en supprimant des étoiles, l'étoile se réajuste. Là, on peut dire que on a une étoile de comparaison qui a tendance à avoir le flux qui monte. Son flux donc, ce qui fait que notre courbe, elle a tendance à monter comme ça, quoi. Mais bon, ça vous verrez au fur et à mesure en apprenant que, alors, une fois qu'on a trouvé notre courbe parfaite, etc., qu'on est bien content de notre courbe, maintenant, si on veut la publier, on est obligé de sauvegarder. On va sauvegarder les données de la courbe. Donc ça, on fait save, ici, file, save, et puis on va enregistrer ce nom-là qui va nous servir à aller faire la courbe sur ETD. Donc vous lui mettez le nom de votre courbe et il va s'enregistrer dans le projet. Le point .txt sera les informations de la courbe, les informations chiffrées. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez aussi la courbe, vous pouvez sauvegarder l'image. Donc save, export, toujours pareil, file, export image. Et à ce moment-là, toujours pareil, dans le projet va s'enregistrer l'image. Voilà. Et bien après, il faut publier. Donc n'oubliez pas, il y a une vidéo complète là-dessus. Donc on appuie sur modèle, donc on va sur ETD. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on va sur ETD. Alors, il y a un truc que j'ai oublié, c'est vrai, il faut enregistrer aussi on l'a enregistré. L'image où vous avez les étoiles de référence, donc qui s'appellent les comparaisons, et l'étoile de la variable. Le champ, il faut l'enregistrer aussi. Et puis là, donc, vous allez sur ETD, vous mettez modèle fill your data, et puis vous commencez déjà par aller ici, cette page va s'ouvrir. Vous allez sélectionner ici l'exoplanète. Vous avez la liste de choix de toutes les exoplanètes. Et bien, on va chercher l'exoplanète dont on a fait la courbe. Puis en deuxième, on fait parcourir, on va sur notre PC et puis on va chercher le fichier texte que nous avons enregistré tout à l'heure. Et puis en troisièmement, là, il n'y a rien à faire puisqu'on est en géocentrique. Et puis en magnitude, donc on fait continue. Là, et puis on les amène ici. Donc voilà le fichier en texte qui est enregistré. Donc là, on est le calendrier julien, la magnitude ou le flux, et là, l'erreur.
Et c'est cette erreur-là, en fin de compte, qui va générer la courbe. Cette page, une fois qu'on est là, ben, cette page va apparaître en dessous. Et là, c'est ce que donc là, il n'y a rien à toucher parce que c'est des paramètres par défaut. Ça, cette information-là, c'est celle qu'on va mettre sur le fichier Excel, vous savez, parce que ça, c'était s'appelle l'heure du transit, du milieu du transit. On peut le mettre là pour comparer avec ce que nous, on va avoir aussi, quoi. Et puis, donc après, donc ça, on ne touche pas. Puis après, on a différents éléments. Si vous avez envie de toucher, c'est l'impact factor, le deep learning, qui s'appelle la linear function et le square power. Alors, je vais vous expliquer un peu. Voilà, l'impact factor, si on touche ça, eh ben, c'est la largeur du fond du bol, c'est ça qu'on va toucher. Donc je vous dis, bon, là-dedans, il n'y a pas tout ça à toucher, quoi. Le lambda darkening, eh bien, en fin de compte, c'est la pente ici. On va toucher l'inclinaison des pentes. Ensuite, la linéaire fonction, eh ben, c'est cette, voilà, c'est cette partie-là qui fait que ben, c'est pas très linéaire. C'est parce qu'on a une des comparaisons, une des étoiles sûrement comparaison qui est en train qui nous donne un flux descendant, un flux constant mais descendant. Et puis le square power, eh ben, c'est un peu la parabole quoi, qui nous donne cet effet un peu parabolique. Et donc lui, il fait la correction. Alors, après, on a les données qui sont fitées, puis les données corrigées corrigées de l'erreur systématique. Donc là, les données sont corrigées. Et voilà la courbe qui apparaît sur ETD. Donc tout ce que nous avons fait maintenant, vous pouvez le faire sur ETD. Ce n'est pas encore publié, c'est-à-dire que les données ne sont pas sur ETD. Ça vous sert à vérifier vos courbes, mais sans que ce soit publié. Vous pouvez arrêter là et c'est-à-dire que vous pouvez aller jusque là, quoi. Et puis tout ça, ça peut vous servir de vérifier en fin de compte votre courbe sans qu'elle soit publiée. Donc vous voyez que ce qui était prévu c'était ça, ce que vous avez fait c'est ça, et puis bon, il y a une erreur ici de 0,0482. Voilà, donc on ne savait pas trop, c'est vrai qu'avec le fichier Excel, en mettant ça et ça, vous avez en secondes ou en minutes ou en heures le décalage. Voilà. Alors, à partir de maintenant, là jusqu'à là, vous n'avez rien à faire, il ne s'est rien passé et vous avez la qualité. Vous voyez, là on est, comment dire, on est à 1,7 nanomagnitude, millimagnitude, excusez-moi, 1,7 millimagnitude, et vous voyez que derrière la qualité de la courbe est de 1, ce qui est très très bien, quoi. Voilà. Ça va de 1 à 5. À 5, c'est très très mauvais, on voit rien, c'est pas lisible. Et 1, c'est le meilleur, quoi. Donc c'est une courbe de très très bonne qualité en publication, quoi. Voilà. Donc ça, vous pouvez le surveiller jusqu'au dernier moment. Donc si des fois c'est pas bon, et bien vous revenez sur MiniWin, vous faites des corrections, et puis vous essayez de faire que le résiduel diminue, et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Et puis une fois que c'est bon, ben à ce moment-là, vous passez ici, et là, vous pouvez enregistrer, envoyer les données à data, et ce moment-là, ça va être fait là. Là, c'est fait. Donc, il va vous placer par rapport à l'ensemble comment dire, chaque fois, ça, c'est des petits copains qui ont mis des publications. Voilà, il va vous mettre à l'intérieur pour le poche. Puis bon, après, ben, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, ben, vous mettez pas mal d'informations. Voilà. Et puis, vous mettez tout ça comme information, hein, donc le nom, prénom, les adresses si vous voulez, et puis l'observatoire, le matériel utilisé, les poses, le binning, la caméra, le télescope, filtre ou pas filtre, et puis d'autres informations. Voilà. Et puis on vous demande comment dire, d'enregistrer ce qui s'appelle l'image de référence, hein, donc avec la variable et puis les étoiles de comparaison. Une fois que c'est fait, ben, c'est envoyé. Et si vous sortez et que vous venez sur en haut sur ETD, vous tapez sur 13K, ben, vous apparaîtrez ici. Vous apparaîtrez ici dans cette liste-là. Et puis quelques temps après, vous serez carrément dans la publication, dans l'objet, vous cliquerez sur l'objet et vous trouverez votre publication. Voilà, donc pour HTTP 25, c'était été le cas, hein. Donc voilà, elle est ici, celle qui a été faite la première dans le site. Donc vous voyez qu'en fin de compte, en taux de qualité, elle était de 2. Malgré qu'il y a une coupure au milieu, on a bien l'heure du milieu, la durée du transit et les profondeurs, tout ça c'est bon.
avec Marc Breton aussi, des baronnies provençales. C'est la personne chez qui j'ai fait des formations pour les exoplanètes. C'est chez lui que j'ai fait quelques formations. Et puis, la deuxième, c'était quelques mois après, Epic 2011, il s'appelle 211 089 792, à la demande d'Alexandre Santerne, un chercheur d'exoplanètes, qui a demandé à des amateurs en France de participer à, comment dire, à donner des informations, donc à faire des courbes pour qu'ils puissent caractériser et euh, valider ce qui s'appelle l'existence d'une exoplanète autour d'une étoile, quoi, voilà. Donc vous voyez que donc, je suis ici, il y a Marc Breton qui est ici, et il y a pas mal de gens qui s'appellent en France, qui sont assez connus, hein, qui ont participé à cette petite aventure. C'était vraiment très épique. euh, de récupération d'informations, donc de faire une courbe et de l'envoyer à des professionnels pour qu'ils puissent caractériser une exoplanète. Donc les amateurs et les professionnels peuvent travailler ensemble, oui. Avec le matériel que nous avons, nous pouvons leur donner des informations très intéressantes. Voilà, Alexandre Santerne, ça c'est Bibi. Et puis les baronnies provençales, là, donc avec Marc Breton, ici c'est encore Bibi. Et puis là c'est les copains du club, ça c'est Madame Breton. Et puis voilà, donc ça se passe aussi ici. C'est vraiment Marc qui m'a lancé aussi dans cette aventure-là pour aller chercher des exoplanètes. Aller chercher, d'aller m'intéresser. Puis bon, aussi à Bruno Daucher qui m'a servi. Là, il a fait ce petit bouquin-là, qui est sur Internet. Hop, je reviens. Et qui est disponible et qui est vraiment un condensé de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais plutôt de ce qu'il faut faire. Et c'est un très très bon bouquin. Je mettrai le lien sur mon site dès que j'aurai Internet, parce que j'ai quelques petits soucis en ces temps-ci. Mais bon, je mettrai tout ça sur Internet pour que vous puissiez avoir aussi ce petit bouquin entre les mains, quoi, voilà. Et puis les analyses, voilà, donc voilà. Bon, ben, je vous remercie tous, et puis j'espère que ce tuto va vraiment vous aider à vous lancer dans cette aventure. Merci.